أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères en islam, auditeurs, auditrices de la radio-télévision Bonferré, amis jeunes, ravi de vous retrouver une fois de plus en ce jour du vendredi 23 février 2018 dans le cadre de votre émission Jeunesse Active, cette émission de l'Association des étudiants musulmans du Niger avec la collaboration du groupe de presse radio et télévision Bonferré. Alors, comme je l'ai dit, ravi de vous retrouver avec le même dynamisme. Aujourd'hui, nous allons revenir sur notre ancienne thématique, vous le savez déjà. La thématique que nous avons dû suspendre, actualité oblige. Nous avons abordé en 2 numéros passés la question de la fête à Ramadan. Aujourd'hui, comme promis, nous allons revenir sur la thématique en question jeunesse et sexualité. Jeunesse et sexualité. En deuxième partie, nous allons aborder le rôle de la cellule familiale dans la gestion des questions sexuelles chez les jeunes. Le rôle de la cellule familiale dans la gestion des questions de sexualité chez les jeunes. Merci de nous rester fidèles et de nous suivre. Alors, pour en parler sur ce plateau, je reçois, comme à l'accoutumée, 2 invités. Peut-être certainement que vous connaissez, amis téléspectateurs. J'ai à ma droite Dr Sido Adamou. Vous le connaissez certainement, c'est un habitué de ce plateau. Nous l'avons perdu un moment. Docteur, salam alaikum. Ravi de vous retrouver après ce temps de, on va dire, ce temps de disparition, indépendamment de votre volonté, on va le dire. Et je profite aussi au nom des téléspectateurs, des fidèles de cette émission, pour vous présenter nos chaleureuses et fraternelles félicitations pour l'honneur que vous nous avez fait, on va le dire, la semaine passée dans le cadre de votre soutenance. Félicitations et face à Allah, que Allah mette sa baraka dans ce diplôme. Merci bien. Comme deuxième invité, à ma gauche, je reçois notre aîné, notre grand frère, Khalilou Seydou, certainement que vous connaissez. Il est sociologue, il est enseignant-chercheur à l'université de Tawa. Khalilou, salam alaikum. Alaikum salam. Merci d'être là, d'avoir accepté également notre invitation. En dépit de vos occupations, vous avez accepté d'être là, de partager ce moment avec nous. Relativement à cette question qui, on va le dire, c'est une question d'ordre sociologique, il faut le dire. La question de la sexualité chez la jeunesse au Niger. Bien, on va planter les 2 corps avec ça. Khalilou, je commence avec vous, certainement. Alors, comme première question, vous avez certainement suivi le déroulé de la thématique. La première partie, nous avons passé en revue la question de la dépravation des mœurs au Niger, avec en toile de fond la question de la sexualité chez la jeunesse nigérienne. Comment la jeunesse nigérienne, la question est perçue chez la jeunesse nigérienne, qu'est-ce qu'on constate chez la jeunesse nigérienne relativement à cette question de la sexualité. Alors quand on vous demande en tant que sociologue, vous suivez de près l'évolution des choses, les mœurs ici au Niger, particulièrement à Niamey, on vous demande de faire un regard, de porter une analyse sur les pratiques sexuelles chez les jeunes au Niger. Qu'est-ce que vous pouvez en dire, Khalil? Ok, merci pour l'honneur que vous me faites d'être avec vous autour de ce thème. C'est vraiment tout le plaisir est pour moi. Et je remercie aussi les téléspectateurs qui nous regardent, qui regardent cette émission-là. Et en réalité, la question sexuelle, c'est une question sociétale. C'est lié à toutes les sociétés. C'est tout naturel. La sexualité, elle est naturelle. Sauf que pour l'homme, elle est encadrée. Donc dans une société, ce n'est pas comme au niveau des animaux. Donc la société l'encadre et puis elle prépare tout le monde à avoir ce qu'on appelle une sexualité responsable. Genre, c'est devenu chez nous un tabou. Quelque chose qui doit être fait, pas en public, mais
que tout le monde fait, normalement ceux qui sont autorisés justement, la société a autorisé ceux qui doivent la faire et ceux qui ne doivent pas la faire. Chez nous, c'est la barrière du mariage. Mais il se trouve que c'est devenu banal en fait. La chose qui était supposée être faite en privé, elle est faite publiquement. Si je dis publiquement, pas dans la rue, mais que c'est connu que tout le monde, pratiquement les gens se sont lancés du temps. Le problème qui est à la base de cette situation, c'est un problème d'éducation, tout fait. L'homme, comme l'homme est un animal social. Et en tant qu'animal social, ça veut dire qu'il doit avoir des paramètres. On doit lui intégrer des données qui font en sorte qu'il s'adapte au contexte dans lequel il est. Et quand les structures ou les instances sociales qui sont chargés de lui intégrer ces données-là n'assument pas leurs responsabilités, l'homme se comporte, c'est sa partie animale qui prend le dessus sur sa partie humaine. Donc il peut poser des actes. Aujourd'hui, quand on voit la jeunesse, d'un point de vue général, cette question, c'est parce que la société n'a pas pris ses responsabilités. Et d'abord les individus, la famille, la société, en réalité, qui s'en occupe? Si vous prenez le milieu social restreint, par exemple de la classe moyenne, pratiquement tout le monde travaille. Madame travaille, monsieur travaille. Les enfants, ils quittent le matin, s'ils vont à l'école, notre système éducatif n'a pas prévu un canal d'éducation. Le système éducatif instruit. Il forme des mathématiciens, des physiciens, des géographes, mais il ne forme pas des personnes éduquées. On n'encadre pas la personnalité. Donc si la famille n'a pas le temps pour le faire, la société ne la fait pas, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas comme avant. Quand ton enfant sort, il pense que c'est toi le responsable. Quelqu'un d'autre n'a pas la possibilité de lui parler comme avant. Mon voisin ne peut pas frapper mon enfant parce qu'il a posé tel acte. Tout le monde l'observe, on dit les enfants sont devenus des enfants de la rue. Donc, il appartient à la rue, et dans la rue, on apprend du tout. Et celui qui n'apprend pas dans la rue, il va apprendre à la télé, il va apprendre sur son téléphone, sur Internet, etc. Donc, le problème, il est facilement observable, c'est que tout simplement c'est un phénomène social et la société a laissé faire. C'est-à-dire nous qui sommes ceux qui sont chargés d'encadrer les gens ne le font pas. Et puis les gens apprennent dans la rue et c'est une chose banale qui est partout. Donc du coup ce regard-là, c'est une fuite de responsabilité de la société qui est là-dessus. Et puis tout naturellement, les gens se lancent. Et juste pour finir là-dessus, en réalité dans l'évolution de l'individu, il y a un moment où on est traversé par la curiosité. Durant la période de l'adolescence, on veut découvrir. Et durant cette période, quand on n'a pas quelqu'un pour nous écouter, on n'a pas quelqu'un pour nous parler, on a toutes les chances de se retrouver dans ce genre de situation parce qu'on veut chercher à découvrir, parce qu'on peut avoir des personnes qui sont autour, qui nous inspirent, etc. Et à partir de ce moment-là, avec justement tout ce qu'il y a comme problème, effervescence liée à la jeunesse, en tout cas de la période d'adolescence, on a toutes les chances de basculer. Et à partir du moment où la personne se lance durant cette période-là, c'est parti pour de bon pour beaucoup. Effectivement, je reste avec vous, il y a un aspect qu'il faut peut-être passer en revue. C'est vrai, quand on parle de cette question de la sexualité, vous avez commencé, je crois, à évoquer un peu les causes de ce phénomène-là en parlant de la question du rôle de la famille. On va revenir un peu sur ça en profondeur. Alors aujourd'hui, au Niger, de façon générale, il y a un aspect, il y a une autre forme de cette question de la sexualité qui est plus inquiétante. Notamment, vous savez, déjà, il y a une frange de la population qui a fait de cette question une sorte de métier, ce qu'on appelle généralement les prostituées. Mais encore, il y a un autre aspect qui se dégage et c'est ça qui est le plus inquiétant. Avec d'autres, je crois la semaine passée, nous sommes revenus sur ça, la question des mineurs. Des mineurs qui s'adonnent à cette pratique au point où nous avons suivi au cours d'un conseil, la question était revenue sur la table du conseil. Et ça, quelle analyse également pouvons-nous porter sur ça? En fait, la sexualité, c'est que ce soit les mineurs ou les adultes, c'est un fait social et c'est lié, c'est juste en fait, la société est riche des normes. Donc c'est des personnes qui sortent de ces normes-là.
on trouve des adultes qui s'adonnent à ce genre de choses, comme les mineurs. Les gens, c'est tellement facile, on va dire c'est la pauvreté. Non, pas du tout. Il y a des gens qui sont pauvres qui ne s'adonnent pas à la prostitution. C'est un problème d'éducation. C'est-à-dire les gens n'ont pas que cela ne nous surprenne pas de voir nos enfants se comporter autrement. C'est parce que certains on ne leur a pas appris que cela n'est pas bon. Eux, ce qu'ils ont découvert, ce qu'ils ont appris, c'est que c'est comme ça que les choses doivent marcher. C'est vrai que dans ce cas, on trouve des cas où les gens qui ont pris conscience, qui n'ont pas certes les moyens financiers à la maison, mais qu'ils ont des choses qu'ils peuvent mettre en valeur. En fait, c'est ça, le mineur qui se trouve déjà dans une situation familiale et sociale difficile, qui n'a pas appris en famille qu'il faut savoir patienter, que c'est très important qu'il y a des normes à respecter, qui n'a pas su que si on peut ne pas avoir aujourd'hui et qu'on peut gagner demain, il n'a pas eu ça chez lui, donc il peut se permettre d'avoir des pratiques. Il n'est pas encadré. Ce n'est pas la pauvreté est un élément, mais l'élément essentiel, c'est qu'on ne lui a pas appris que ce qu'il fait, ce mineur-là, n'est pas du tout dans les normes. Okay. Et très souvent, les parents eux-mêmes n'ont pas de normes. Donc la personne ayant pris conscience dans la situation de pauvreté que j'ai quelque chose que je peux mettre en valeur pour gagner des ressources, eh bien, ils se lancent. Surtout qu'ils se disent, on peut se passer. Et vous voyez que ces enfants, par exemple, ce que tout le monde a vu, ils ne sont pas du tout gênés. Ils ne sont pas gênés, ça ne les gêne pas et peut-être ça ne gênerait pas leurs parents. En réalité, c'est-à-dire c'est devenu banal. Et c'est ça tout le problème. Ça veut dire que... Et puis ils reviennent à la maison avec des enfants. C'était inimaginable avant dans notre société. Aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Donc le problème, ce n'est pas la pauvreté. Que vous le retrouviez là avec des enfants ou des grands, etc., les gens cherchent des ressources. Les ressources viennent avant les valeurs. Donc les valeurs, aujourd'hui, on ne nous les enseigne pas, on ne les intègre pas. Donc on devient libre. On fait tout ce qui nous passe par la tête, tout ce que nous voyons les autres faire. Et c'est là tout le problème. Donc aujourd'hui, les mineurs, nous les observons, on voit la situation se passer. Il faut juste revenir à cette question essentielle. Il faut que si nous acceptons d'ériger des normes, faisons-les et faisons un travail de socialisation pour que les gens apprennent. On va revenir à vous par rapport à cette question de socialisation. Docteur, je viens à vous. Est-ce que vous avez un complément par rapport à ce regard que nous pouvons porter sur la question de la sexualité chez la jeunesse nigérienne de façon générale? Je crois que le frère a pratiquement tout dit, mais j'abonderai dans le même sens pour dire justement que le malheur de nos sociétés ne vient pas, comme il l'a dit, forcément de nos pauvretés, mais peut-être parfois de notre cupidité, à vouloir tout avoir, coûte que coûte, et à n'importe quel prix. Dans le temps, les mesures éducatives de nos sociétés apprenaient à chaque membre que la meilleure réussite est cette réussite-là que vous avez construite sur la base de votre propre sueur, de votre propre intelligence et de vos propres efforts. Lorsque vous sortez de ces normes, vous êtes banni, vous êtes exclu. Et finalement, parce que vous avez peur d'être exclu et d'être banni, vous vous comportez par rapport aux normes. Et finalement, il a dit, le principe d'éducation a failli. Et parce que le principe éducationnel a failli, il y a eu du laisser-aller. Et puisqu'il y a eu du laisser-aller, les gens sont partis dans tous les sens. Il n'y a pas une organisation sociale qui tient de manière ferme les principes. Finalement, les gens font comme ils veulent, comme il l'a dit. Chacun est libre de s'exercer et de réussir à sa façon. On considère que quand tu ne réussis pas de manière concrète sur le plan matériel, c'est comme si tu n'as pas existé. On met donc entre parenthèses notre statut religieux, on met entre parenthèses notre statut africain, qui nous chante des valeurs comme la probité morale. Que quand tu commets une gaffe dans nos sociétés, mais ce n'est pas toi, c'est ta descendance que les gens visent. Quand tu pars avec une mineure, mais
tu te fais toi-même le propre tort. Parce que tu as des enfants. Si tu n'as pas d'enfants des enfants qui sont encore mineurs, tu auras en tout cas des petits-fils ou des arrière-petits-fils. Et comme tout se paye cash, finalement, dans la mentalité de l'éducation de nos parents, on nous disait tu fais attention de ne pas faire parce qu'on risquerait de faire à tes enfants. Bien, docteur, vous avez parlé des normes, je crois que le docteur Khalil aussi, il est revenu sur ça. Alors, quand on parle de normes, c'est vrai, les normes, chaque société a ses mœurs. Les mœurs, c'est des valeurs qui sont rétablies. Alors, lorsque ces valeurs sont corrompues, lorsque ces valeurs sont travesties, est-ce qu'au Niger, on peut dire qu'il y a des garants, il y a des principes qui ont été mis pour protéger ces normes-là, ces valeurs? Oui, on pourrait le dire parce que au nom de 2 ou 3 choses. La première chose, en principe, il y a déjà les leaders d'opinion ou les leaders religieux qui sont normalement les garants de la morale sociétale. Ça, en principe, ces éléments-là existent et ils font de leur mieux chaque jour en appelant les gens à la retenue et aux normes. Dans le cas des principes sociétaux même, c'est que les sociétés ont mis des garde-fous pour qu'il n'y ait pas ces choses, pour qu'il n'y ait pas ces dérapages justement, pour qu'il n'y ait pas ces violations de la loi. Parmi ces garde-fous, la société a pensé à l'encadrement des enfants. L'encadrement de l'enfant, dès qu'il est né, dès à partir de 3 ans, si l'enfant est soit garçon ou fille, on lui partage déjà cet âge. Les normes sont là, les principes sont là. Au niveau même de l'État, qui est une notion tout à fait récente, il y a quand même des textes qui régissent le comportement dans la société. Il y a les textes qui régissent les principes de vie, le respect des mœurs, le respect des lois. Et toutes les sociétés dans leur ensemble ont déjà leur manière de régler ces questions de sexualité. Nous, chez nous, la plus grande vertu pour régler ça, pour régler les déviances, c'est surtout l'intégration à travers le mariage. Malheureusement, même à l'intérieur du mariage aujourd'hui, ce qui se passe, on a plus parfois de taux de divorce que de taux même de mariage. Autant de mariages, parfois, si on ne fait pas attention, autant de divorces. Vous partez à l'association islamique, c'est chaque jour des crises de tensions nouvelles qui s'introduisent dans cette maison et qui ne trouvent pas parfois des réponses. Finalement, peut-être que c'est parce que ces normes, je ne dirais pas sont dépassées, mais c'est peut-être aussi que ces normes ne répondent pas aux besoins des gens. Ce qu'il faut, il a parlé de socialisation, moi je parlerai de resocialisation même. C'est-à-dire que la socialisation, elle est en train de se faire, mais elle n'est pas en train d'aboutir à un résultat efficient. Il faut donc une resocialisation, j'allais dire, au niveau de 3 éléments. Il l'a cité, au niveau de l'école, au niveau de la famille, au niveau peut-être même de la rue. Mettre des garde-fous au niveau des places publiques pour faire en sorte qu'il y ait quand même des contrôleurs de comportement. La police de mœurs, on me dira, elle est là, mais elle ne suffit pas à elle seule. Donc il faudrait quand même que les gens revoient les choses au fond. Parce que les principes sont là. Peut-être qu'ils ne répondent pas aux besoins de l'actualité, aux besoins des événements et aux besoins des situations. Et moi, je crois que la meilleure façon d'arriver à un respect des normes, c'est d'abord une certaine décomplexification envers 2 choses. Envers d'abord le matériel. On ne dira pas que les gens doivent être des ascètes. Ce n'est pas évident. Mais on ne dira pas aussi que les gens doivent vivre tout le lucre du monde. Ce que ta condition ne t'offre pas, il ne faut pas chercher de midi à 14 heures comme on dit pour l'avoir. Lorsque vous faites cela, vous risquerez d'outrepasser. Et en outrepassant, certainement que vous tombez dans les travers et vous allez violer les règles. Alors, docteur Khalilou, je reviens à vous. Parlant de la question de socialisation dont vous allez parler, venons-en à la cellule familiale. Alors, au regard de tout ce qui se passe, de toutes ces dérives-là que nous constatons, notamment la question de la sexualité chez la jeunesse, est-ce qu'on peut dire que la cellule familiale au Niger répond aux besoins en tant que telle? J'ai compris de votre intervention qu'en quelque sorte, la famille a démissionné de son rôle. La cellule familiale au Niger, qu'est-ce qu'on peut en dire? Et vous savez, nous sommes une société complexe. En réalité, nous sommes une société hybride.
un peu de chez nous, un peu d'ailleurs. On a mélangé beaucoup de choses. Ça fait qu'il est difficile aujourd'hui d'avoir une identité. Nos parents avaient une réponse. Nos parents avaient une réponse. Et quand les enfants, garçons comme filles, atteignent l'âge du mariage, ils les donnent au mariage. Aujourd'hui, même le concept que nous utilisons de mineur, de majeur, c'est un concept qu'on a eu ailleurs. Si chez nous, il y a les gens, ils voient, moi j'ai ma fille, elle a l'âge de se marier, elle a un prétendant, je la donne en mariage. Mais aujourd'hui, on me dit non, moi je ne peux pas, je ne suis pas assez responsable en tant que parent pour donner ma fille en mariage. Je vis avec ma fille, je la connais mieux que n'importe qui, normalement, et je suis supposé décider, quand je vois elle est vraiment assez mûre pour être femme, de la donner en mariage. Donc, il y avait une régulation de la question du mariage et de la question de la sexualité. La question d'abord du mariage. Aujourd'hui, mais c'est très difficile. Le mariage est très difficile. Former même une famille, c'est très difficile. Dans quelles conditions ces familles, la famille dont nous parlons, la cellule familiale est composée maintenant? Les gens, aujourd'hui, la question du matériel, qui joue un grand rôle, fait que tout le monde se bat pour chercher le matériel. Même, on se bat pour chercher le matériel pour se marier, et puis on se bat quand on est marié pour chercher le matériel pour exister. Donc, du coup, la famille n'est pas telle qu'on le pensait, en tout cas pour beaucoup de cas. Les parents, si vous êtes au village, la situation financière fait que moi j'ai vu des couples où le mari quitte et rentre après 8 ans. 8 ans. La femme reste 8 ans après le mari rentre. Ça, quand le mari n'est pas là, donc la responsabilité de l'éducation revient à la femme. Et le problème, c'est que la femme est obligée d'aller chercher à manger. Et en ce moment, que deviennent les enfants? Si vous êtes des travailleurs, tous les deux travaillent. Qui s'occupe des enfants? Dans la plupart des cas, pour ceux qui ont les moyens, ils les amènent dans les crèches. Mais sinon, c'est des bonnes qui éduquent nos enfants à la maison, du lundi au vendredi. Et les week-ends, on est dans les cérémonies. Mais qui s'en occupe? On n'a pas une idée de celui qui s'en occupe. Il faudrait bien que les parents se donnent les tâches, qu'ils se disent, nous avons une responsabilité d'accompagner les enfants dans leur processus. Mais cette responsabilité, les gens ne l'ont pas. Chacun court, et puis la gestion des urgences, tout le temps c'est des urgences à gérer, fait qu'on ne s'occupe pas vraiment des enfants. Donc, quelle régulation? La famille, oui, il faut qu'elle prenne ses responsabilités. Et la remarque, c'est que beaucoup de parents n'ont pas aussi l'éducation. C'est important de le dire, pour beaucoup de raisons. Ça, c'est important. Et puis, quand les parents eux-mêmes n'ont pas cette possibilité d'éducation des parents, c'est la même chose pour les enfants. Ça va être un processus de reproduction sociale. Donc, il faut amener la question de l'éducation au centre du tout, même de la famille. Il y a vraiment une avancée par rapport à déjà quelques années. Aujourd'hui, on voit que les parents sont préoccupés à aller apprendre. Les enfants sont amenés à apprendre. Aujourd'hui, il y a certains folklores. Les gens mettent l'accent sur, en tout cas durant les mariages, souvent, il y a des processus auxquels j'ai assisté, que j'ai vu, où il y a une certaine prise en charge des parents sur ces questions-là. Moi, j'ai dit, il faut qu'on crée des institutions qui s'adaptent à notre contexte. Mais là, est-ce que la question de l'éducation sexuelle au niveau de la famille, comment elle doit se gérer? Non, en réalité, le problème, c'est un problème de communication. Parler avec les enfants, ces jeunes-là, demandez-leur est-ce qu'ils parlent avec leurs parents. Non, ils ne discutent pas avec les parents. Les parents ne parlent pas avec leurs enfants. La fille apprend certaines choses avec ses amis ou sur son téléphone. Le garçon apprend avec ses amis. Les parents ne les approchent pas. Donc, si on veut que ça change, il faut déjà rompre toutes les barrières qui peuvent exister entre parents et enfants. Je peux parler avec ma fille. Elle peut parler avec sa maman de ses inquiétudes, de ses peurs. Et puis, de ce qu'elle veut savoir. Mais aujourd'hui, regardez dans nos familles, quelles sont les mamans, ou combien sont-elles les mamans qui discutent avec leurs filles? Si vous ne le faites pas, elles vont apprendre ailleurs. Oui. Combien de garçons
discutent avec leurs parents? Ou combien de parents discutent avec leurs parents du sujet de la sexualité? Non, on n'en parle pas. Et puisqu'on n'en parle pas, et puisque la personne va dans tous les cas apprendre, certains vont le découvrir ailleurs, ils seront surpris de voir que cela existait, alors que c'est dans la famille que ça devrait être fait. Ce que je dis toujours aux jeunes quand je les rencontre, parlez, vos premiers amis, vos meilleurs amis, ce sont vos parents. Ne partez pas dire vos inquiétudes, vos peurs, ou chercher à découvrir les choses ailleurs. Eux, ils savent mieux que vous. Ils ont vécu des choses que vous n'avez pas vécues. Parlez avec eux, discutez avec eux, dites-leur vos inquiétudes. N'ayez pas honte. Si vous n'avez pas honte, de parler à quelqu'un de dehors, c'est vos parents que vous ne devrez pas avoir honte. Et les parents aussi devraient faire la même chose. C'est une question de responsabilité. Oui. On est obligé d'aller dans ce sens-là pour qu'au lieu de quelque part des choses comme ça, mais ceux qui ont raté, ils peuvent récupérer à travers la création de certaines choses où moi j'ai toujours pensé à une cellule d'écoute où les gens peuvent venir s'exprimer, on les écoute, on les conseille, on les encadre pour pouvoir avancer. Cela n'existe pas. Et là, on le voit bien, Kalilou. Et si la famille a démissionné, on va le dire, oui. C'est pour répondre à celui qui dit, aujourd'hui quand on observe le comportement des enfants à Niamey, on a comme l'impression qu'ils n'ont pas de parents. Oui. Soit les parents sont décédés, mais les parents sont là, vivants mais morts, on va le dire. Oui, bien sûr. Et si la famille a démissionné, est-ce que l'école aujourd'hui répond à cette attente-là, à ce besoin? Parce que l'école aussi, en réalité, elle est censée éduquer. Bien sûr. Au-delà de ce que vous avez dit, nous apprendre les mathématiques, la littérature, l'école, c'est une institution d'éducation. Est-ce que l'école aussi répond à ce besoin? Malheureusement, non. Notre école est censée donner le savoir. Bon, le savoir, on sait aujourd'hui dans quelles conditions il est donné. Et puis le savoir-faire, mais il ne donne pas le savoir-être. Ça n'existe pas. L'école ne m'apprend pas comment être gentil avec les gens. L'école, et c'est là tout le paradoxe. Imaginez sur tous les plans qu'aujourd'hui vous trouvez un fonctionnaire qui travaille pour l'État, mais qui travaille plus pour lui que pour l'État. Et on ne lui a jamais appris comment aimer son État, comment défendre son pays, comment aimer ses concitoyens. Mais c'est la même chose sur tous les autres plans. L'État ne nous apprend pas. Maintenant, l'État va apprendre quand, par exemple, ce sont des bailleurs de fonds qui viennent avec leur budget et disent, bon, nous avons un programme d'éducation sexuelle, c'est tel nombre de milliards. Ils vont l'intégrer dans le système éducatif. Mais je pense que c'est fait. Oui, si que ce soit des Nigériens qui s'asseyent, qui réfléchissent, qu'il y ait financement extérieur ou pas, à savoir qu'il y a un problème d'éducation de la jeunesse, de nos enfants, et qu'il faille prendre des dispositions, on va le réussir. Même pas besoin de milliards pour le faire. C'est juste une question de responsabilité. Mais ça ne se fait pas. Notre école, aujourd'hui, moi j'enseigne à la faculté des sciences de l'éducation, je le dis toujours, qu'aujourd'hui, nous perdons énormément. Énormément. Moi, je ne vois pas notre système éducatif aujourd'hui à quoi il sert. À donner le savoir, on sait le problème qu'il y a. Le savoir-faire ou le savoir-être. Et un système, l'école est faite pour répondre aux besoins de la société. Et si notre école ne répond pas aux besoins de notre société, il faut la changer. Il ne faut pas se gêner de la changer. Il ne faut pas se gêner de changer le programme pour qu'il réponde aux besoins de notre société, aux besoins de notre pays. Sur tous les plans. Le plan du savoir, du savoir-faire, du savoir-être. Et si nous ne mettons pas le savoir-être, nous allons investir dans le savoir, le savoir-faire, beaucoup de choses vont continuer à nous manquer. On va lutter contre des mots au dehors, alors qu'on pouvait lutter contre ces mots à l'intérieur à travers le système éducatif. Et là où nous disons, parce qu'il y en a qui ne passent pas par l'école, il faut avoir ce que nous appelons le système d'éducation publique. Aujourd'hui, allez-y voir les heures où les séries passent à la télé. Comment les gens sont captivés? Ils viennent regarder. Et si seulement à la place de ces séries, on passait des messages à la population. Mais ça va passer. De la même façon, les gens sont captivés. Si les messages ne peuvent passer que par les séries, mais l'État doit investir dans les séries, localisées de notre contexte pour éduquer les gens. Mais on est obligé de nous donner un savoir-être. Tant que nous ne passons pas par là, nous ne comprendrons pas nos citoyens, les citoyens de la République qui n'agiront pas, nous ne comprendrons pas aussi l'être humain qui est dans un milieu dans lequel il y a des normes, mais des normes qu'il n'a pas intégrées en lui. Et ça, c'est une responsabilité. Mais en tout cas, ça, ne l'attendons pas de l'école. Aujourd'hui, pourquoi certains ont peur d'aller à l'école jusque-là? Parce qu'on pense que quand tu vas à l'école, tu changes.
Eh ben, c'est parce que, bon, donc tout ça, notre école doit être contextualisée et puis on lui donne des objectifs qui vont avec les normes. Avant de passer la parole à docteur, et là, en plus de temps, on le voit par rapport à cette question toujours d'éducation sexuelle, nous l'avons vu, je crois que ça a été même adopté, la question de l'éducation sexuelle à l'école. Est-ce qu'on pensait que cela peut être un palliatif efficace à cette question de démission des parents dans l'éducation sexuelle des enfants? Mais ce n'est pas la même chose en fait. L'éducation sexuelle qui est donnée à l'école, c'est qu'on apprend aux enfants certaines choses. Et genre, il faut, il y a la reproduction, le fait, les trucs d'espacement, la sexualité protégée, etc. quoi. C'est-à-dire, on dit, il faut lui apprendre la chose pour qu'il soit responsable dans sa sexualité. En réalité, c'est cela. Et il y a des enfants à qui seraient dans la famille, peut-être qu'on ne leur en parlerait pas. Souvent, on est surpris de savoir que les enfants connaissent certaines choses, ils l'ont appris là-bas. Donc, quand l'enfant apprend certaines choses là-bas, et il apprend, on lui dit, une responsabilité, on ne lui dit pas de ne pas faire, mais protège-toi. C'est différent. Donc, protège-toi. Tu peux avoir telle chose. Est-ce qu'il a la solution peut être efficace? Non, mais en réalité, c'est là toute la problématique. Parce que apprendre la sexualité à l'enfant, ça, il faut le faire pour qu'il ne l'apprenne pas dans la rue. Et les parents doivent le faire. Mais en même temps, chez nous, dans nos normes, il ne faut pas être gêné de le dire, la sexualité, elle s'exerce dans le cadre du mariage. Alors, si elle s'exerce dans le cadre du mariage, alors ici, on lui dit, tu peux le faire, seulement protège-toi. Parce que c'est des messages différents. Oui. Et la preuve, c'est ceux-là qu'on enseigne aux enfants là-bas. Qui l'a appris? Le programme là, ça vient de qui? Est-ce que c'est chez nous, on s'est concerté au niveau de la société et on s'est dit, c'est ça qu'il faut donner aux enfants? Non. Non, c'est de l'argent qui est derrière. Pour qu'on vienne enseigner aux enfants ces choses-là. Les gens sont plus soucieux de nos enfants que nous-mêmes. C'est ça le problème. Oui. Donc, du coup, à mon avis, on pourrait faire mieux. On pourrait vraiment faire mieux. Aujourd'hui, on dit aux enfants, vous pouvez faire tout, mais seulement il faut vous protéger. Voilà, ils peuvent faire. Et puis, vous ne devrez pas vous marier avant tel âge. Le mariage, pour moi, ce n'est pas un âge, c'est une capacité physique. Ce n'est pas un âge quelconque. Donc, c'est des choses sur lesquelles la société responsable doit s'asseoir, réfléchir. Ne laissons pas d'autres personnes venir à notre place. Nous sommes mûrs quand même, on est des responsables. On peut savoir ce qui peut nous servir. Mais puisque c'est l'argent, puis voilà, on cherche l'argent. Tout le monde cherche l'argent, les mineurs cherchent, les grands cherchent, les petits cherchent, tout le monde cherche. Et puis finalement, on met les valeurs de côté. Bien. Et une société sans valeur est une société qui court à ses pertes. Bien. Il faut avoir des valeurs. Un peu plus avant de revenir par rapport à la responsabilité de l'État par rapport à cette... Docteur, l'éducation sexuelle et le rôle de l'école, complément, vous avez quelque chose à dire par rapport à ça? Bien, merci beaucoup. Je crois que dans le fondement, l'école n'est pas faite en fait pour éduquer. L'école, dans sa politique, c'est pour instruire. L'éducation devrait venir normalement, comme il l'a dit, de la cellule familiale. Et comme nous le constatons, c'est justement cette cellule familiale pour qui on a créé les conditions, j'allais dire, pour ne pas exister. Vous allez être surpris et ébahis de savoir que la femme juive pratiquante ne part jamais au service. Elle n'a aucun boulot. Elle reste à la maison, elle éduque les enfants. Nous, qu'est-ce qu'on nous a dit? On a fait sortir toutes nos femmes de nos maisons. Finalement, tu es sorti. Toi, l'homme, normalement, qui a toutes les responsabilités, ou les grandes charges, j'allais dire, tu es sorti pour chercher à manger, pour chercher à soigner, pour chercher à lotir, à vêtir, à je ne sais pas, etc. Elle aussi, elle est sortie, on ne sait pas au nom de quelle cause. Et finalement, puisque tout le monde est au dehors, les enfants sont à l'école. L'école qui est devenue une mauvaise éducatrice. Si elle n'apprend rien de ces choses-là à l'école, elle les apprend où il les apprend au niveau de la rue. La rue qui n'éduque plus. Alors que c'était un instrument que les sociétés traditionnelles quand même ont utilisé pour éduquer les gens. C'est à peu près la place publique.
c'est la place de l'arbre à palabres, où il faut discuter des grandes questions. Maintenant, ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est parce que justement, quelque part, il y a une démission de la cellule familiale ou une démission des parents, j'allais dire. Dans cette question de l'éducation sexuelle, c'est pourquoi l'État a dit, ou je ne sais qui a dit, venons, éduquons-les pour qu'ils ne puissent pas au moins tomber dans les travers de certaines maladies. L'État peut-être ne s'inquiète pas que tu fasses des enfants. Ça, c'est encore autre chose. Mais l'État s'inquiète que tu prennes des maladies dont ça va encore être des charges que lui, il va soigner. C'est peut-être ça en vérité. Donc les discours ne sont pas les mêmes. Et les valeurs et les mœurs ne coïncident pas. Puisque ces valeurs et ces mœurs ne coïncident pas, c'est à nous autres Nigériens de réfléchir aux mécanismes qui nous reviennent pour éduquer nos enfants, pour éduquer notre société. Je me rappelle, il y a le professeur Jibril Abarchi, je le cite, qui disait que nous avions même des friperies juridiques. Finalement, nous avions aussi des friperies d'éducation. Nous prenons tout d'ailleurs, nous voulons les plaquer comme si la réalité de l'autre terrain est notre propre réalité. Nous sommes devenus des gros fainéants, excusez-moi du terme. Nous attendons que les autres conçoivent, réfléchissent, essaient d'analyser et de prévoir nos vies pour pouvoir venir nous donner des mesures pour s'en sortir, pour des questions qui sont très simples. Les mamans dans le temps n'étaient pas gênées de parler à la fille. Ma fille, viens, hier tu étais sortie. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi. Est-ce que le monsieur avec qui tu as été là, est-ce que par ailleurs, et d'ailleurs attention, dans certaines familles ça se passe. Dans les familles dites aisées là, ça se passe. Hein? Quand la fille amène son petit ami, on lui dit, tu viens d'où? Tu es l'enfant de qui? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Finalement, quand vous allez sortir, on vous dit, bon, attention, il ne faut pas déconner. Hein? Ça veut dire qu'il y a quelque part un encadrement. Et au bout d'un certain temps, on essaie au moins de donner cette fille-là, soit à ce monsieur ou à quelqu'un d'autre. Et ça passe. Malheureusement, comme il a dit, c'est par exemple chez les cadres moyens et peut-être les subalternes qui n'ont pas tellement de temps à consacrer à la vie de la famille qui se retrouvent dans ce genre de situation. Je suis convaincu que les genres de gens qu'on retrouve dans la rue, de la sorte, à se vendre à vil prix, j'allais dire, s'ils avaient un encadrement social qui pouvait prendre en compte leurs préoccupations, peut-être qu'ils ne seraient pas arrivés à ce niveau. La cellule d'écoute qu'il a dit, ça serait intéressant. Que quand par exemple l'enfant a un problème, qu'il ait quand même quelqu'un qui a pour lui une oreille attentive, qui va lui dire, viens mon petit, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Au niveau des écoles, normalement, on devrait avoir peut-être un assistant social qui devrait être spécialement là, parmi les surveillants, dégager quelqu'un qui va avoir comment est-ce qu'on a dit, le sens du secret de délibération, qui ne va jamais informer de qui que ce soit des problèmes que l'enfant lui a évoqués. Parce que certaines questions, l'enfant peut penser que c'est des trahisons lorsque vous les aurez dites aux gens. Là, il va vous toucher. Monsieur, moi j'ai commencé par être perturbé au lit. Comment je devrais faire par rapport à ça? Moi, j'ai des sensations très fortes quand je vois cette situation. Voilà les mécanismes qu'il faut, mon petit, pour continuer en ce sens, pour faire ceci, pour ne pas tomber dans cela. Et petit à petit, il construit son propre univers, on l'oriente. Bien. Docteur, on vous a compris. Donc, je vais vous inviter, amis téléspectateurs, vous qui nous prenez en marche aujourd'hui. Vous êtes à votre émission Jeunesse Active. Nous parlons de jeunesse et sexualité au rôle de la cellule familiale. Nous avons réalisé un élément avec Dr Haji Daouda, qui est un socio-anthropologue, sur le même site, même question de l'éducation sexuelle, notamment la question de la dépravation des mœurs et la jeunesse. Je vais vous inviter à le suivre. On revient pour la suite de l'émission. À notre cellule familiale. Je pense que nous, les sociologues, on n'essaie toujours pas de s'attarder sur les conséquences, mais sur le pourquoi de la chose. Si aujourd'hui, on est dans une situation où même dans nos institutions scolaires, les enfants sont en train de se comporter de manière non conforme aux normes sociales, c'est qu'il faut s'interroger comment est-ce que la société, la cellule familiale aujourd'hui au Niger est organisée pour qu'on en arrive à ça.
regardons un peu notre système. Nous avons 3 systèmes éducatifs. Le moderne, le traditionnel et le religieux. C'est des modèles d'éducation qui doivent en principe prendre en charge l'enfant pour le préparer afin de pouvoir qu'il puisse s'intégrer dans la société. Aujourd'hui, quand vous prenez au niveau de la cellule familiale, le père est là sans être là. La mère est là sans être là. Et très souvent, vous allez voir, parce que tellement le père, peut-être il est dans une classe sociale, il pense que le fait de mettre une télévision dans sa maison, le fait d'amener une bonne dans sa maison ou un boy qui prend en charge les besoins de l'enfant, ça suffit. Non. Vous allez voir, la mère va revenir avec la clé de sa voiture, elle rentre dans la maison, l'enfant, ça lui dit absolument rien. Il faut qu'elle dise, mais c'est maman qui arrive. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas là au moment où il a besoin d'elle. Papa n'est pas là. Il quitte à 6 h du matin pendant que les enfants dorment. Il revient à 22 h pendant qu'ils dorment. Qui prend en charge l'enfant? C'est la télévision. Et on sait ce que véhiculent nos médias de plus en plus, tournés vers une culture occidentale qui n'est pas la nôtre. On a constaté qu'il y a un problème. Il y a la dépravation des mœurs. C'est-à-dire les enfants aujourd'hui, les adolescents aujourd'hui ont un comportement de façon à ce que vraiment ça défie la violence. Regardez presque tous les jours dans les journaux ce qu'on rapporte. Les enfants qui frappent leurs parents, les enfants qui consomment la chicha, les enfants qui consomment de l'alcool, les enfants qui consomment de la drogue, les enfants qui font des accidents mortels, tout simplement parce qu'ils sont hors d'eux. Et ça, c'est du fait de l'irresponsabilité des parents. En premier lieu, les enfants, quel que soit le milieu, rural, urbain, semi-urbain, les parents se plaignent. Les parents se plaignent du fait du comportement. Ce que dans une société traditionnelle, on va commencer à dire Yaro Yahekarina. Où est-ce que nous sommes? Alors, comment la famille est organisée pour qu'aujourd'hui, les parents arrivent à dire ça? C'est-à-dire qu'il faut se remettre en cause. C'est pourquoi nous, les sociologues, on cherche la profondeur de la chose. Ce n'est pas les conséquences. Qu'il soit délinquant, qu'il prenne l'alcool, qu'il prenne la chicha, c'est des conséquences de quelque chose. À défaut de l'encadrement familial, la nature a horreur de vide, ces jeunes-là s'organisent. Et comment ils s'organisent? À travers ces groupes qu'ils font et qu'ils appellent des fadas. Mais malheureusement, ces fadas sont transformés en un lieu vraiment de débauche. Bien, retour sur ce plateau. Nous avons suivi ensemble cet élément de Dr Haji Daouda, qui est un socio-anthropologue. Alors, on revient, le temps tire à sa fin, on va aller vers la conclusion. Alors, Dr Khalilou, à vous écouter, on comprend que, parlant de la cellule familiale, la famille a démissionné dans la question de l'éducation sexuelle. L'école également n'est pas un moyen efficace, n'est pas une solution. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des autorités pour la préservation de nos mœurs, pour la préservation de nos valeurs? Qu'est-ce que les autorités peuvent faire concrètement pour éviter ça? Déjà, il y a des prémices, nous l'avons vu tout récemment lors d'un conseil des ministres. Les instructions ont été données pour ces jeunes filles en situation de débauche pour que des moyens, des solutions puissent être trouvés par rapport à leur insertion socio-professionnelle. En termes de solutions, qu'est-ce que les autorités peuvent faire? Je pense que c'est le dernier recours en réalité en termes de préservation de nos valeurs. Si la famille n'est pas là, si l'école également ne répond pas, qu'est-ce que l'État peut faire? La responsabilité de l'État, elle est grande. Et l'État doit quand même protéger ce qui existe, si ça fait l'affaire de tout le monde. Donc, pas seulement par la réponse au problème, mais par la prévention. C'est aussi cela. L'État doit faire en sorte que notre système d'éducation familiale, parce que c'est quand même dans la loi d'orientation du système éducatif nigérien, la LOSEN, reconnaît toutes ces structures d'éducation, de formation. Et l'État doit aider, doit faciliter, doit encourager. C'est la prévention, la prise en charge. Pas seulement par la réponse
par la répression ou par la sanction, etc. Pensez aussi que la seule solution de prise en charge familiale pour répondre de prise en charge, d'insertion, c'est des questions ponctuelles. Oui. Mais la plus grande réponse, c'est vraiment d'investir dans l'éducation. Si l'État doit, par le moyen le plus facile et massif aujourd'hui, le système éducatif nigérien, insérer des éléments à travers lesquels les gens apprennent à être. C'est très important. C'est une responsabilité de l'État. On ne lui apprend pas de venir enseigner des préceptes religieux parce que bon, on dit le statut, il faut enseigner des valeurs. Nous avons des valeurs dans notre société, il faut les protéger. Il faut aider à les sécuriser, à les perpétuer à travers notre système éducatif. C'est très très important. Donc, je pense que le rôle de l'État doit être là. Et puis, la police des mœurs, oui, s'il y a la dépravation des mœurs dans la rue, l'État doit prendre des dispositions. Moi, j'ai le cas de la pilule. Moi, j'ai dit c'est mieux. C'est très important. Parce que très souvent, les après-midi, je passe souvent là-bas les week-ends, je rentre, je suis la route. Tu rencontres sur la route beaucoup de choses. Et quand les autorités ont pris leur responsabilité d'arrêter cela, je me dis au moins s'ils ont évité certaines choses. Les gens vont se concentrer ailleurs, mais l'État, on a vu quand même l'État s'exprimer. Si les gens savent que l'État peut s'exprimer quand il le faut, les gens peuvent faire attention. C'est vraiment très important. Mais souvent, les gens ont souvent des limites. Le contexte fait en sorte que les autorités même ne se hasardent pas sur le terrain parce que souvent ça n'arrange pas aussi souvent. Quand l'autorité même à son niveau n'est pas un bon modèle, parce que ça ne va pas frapper que les gens, ça frappera tout le monde. Ouais. Et bon, on laisse faire. Bien. Et puis ça ne nous arrange pas. Quel est votre modèle à faire? Rapidement, nous sommes au thème du temps. D'accord. 30 secondes. Okay. Merci bien. Et je pense que la question de la dépravation des mœurs, c'est un rapport par rapport à ce que nous sommes. Peut-être que c'est notre société qui a changé. Il faut revoir ça. Il faut qu'on reste pour réfléchir d'où est-ce que nous venons, où est-ce que nous sommes et où est-ce que nous sommes prêts à partir. Si la société est telle, peut-être ce n'est que le reflet de ce que nous sommes réellement. Nous rêvons d'un truc parce qu'on pense qu'on est dans des normes alors qu'on a évolué. Réfléchissons-en. Si la société a évolué, là où elle est, prenons des dispositions pour voir ce qu'on peut garder pour que tout ne parte pas. Ok, merci. Je crois que cette question de la dépravation des mœurs doit avoir un sens de responsabilité partagée. Sens de responsabilité partagée d'abord au niveau de la cellule familiale. Que chacun, en ce qui nous concerne, qu'on se dise que qui que nous sommes, en tant que parents, nous avons une responsabilité dans l'éducation, la formation, l'orientation et l'organisation de la vie de notre enfant. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est d'abord l'école. Il a dit, un système éducatif qui puisse être fabriqué, conçu à notre image, ou en tout cas à notre bon vouloir, pas selon les desiderata de quelqu'un d'autre. On n'a pas besoin qu'on nous dicte de la France, de l'Angleterre, de la Chine ou d'ailleurs comment on doit, par exemple, enseigner nos enfants. Et vous conviendrez avec moi que on n'aura jamais de rentrée académique et scolaire s'il n'y a pas l'investissement de ces gens. Oui. On ne peut pas, par exemple, moi je le dis toujours, quelqu'un ne peut pas te donner l'argent de la popote et ne pas t'imposer la sauce qu'il veut. C'est pas possible. Quand je donne les frais de condiment, j'exige quand même la taille et la quantité de sauce qu'on doit me produire. Là, en ce moment, l'État, en tant que garant des libertés, de l'éducation, de la santé et de l'organisation intégrale de la société, doit se dire que à un certain niveau, je dois m'arrêter. Je dois me dire que ma responsabilité en tant qu'État est plus qu'engagée au devant de l'histoire. Parce que nous ne formons pas les gens pour aujourd'hui, mais nous les formons pour des générations. Et je pense qu'en ayant cette philosophie, en ayant ces idées, nous allons nous en sortir à bon compte, sans gros frais aussi. Merci. Bien. Merci bien, docteur. Merci, amis téléspectateurs. Actualité oblige, je rappelle bien, les deux numéros derniers, nous avons consacré à la fête avec Ramadan. Il faut réitérer l'appel que nous avons lancé, continuons les invocations pour le frère. Hier, nous apprenons encore qu'il n'a pas été libéré, il garde toujours prison.
il faut continuer les invocations, c'est ce dont il a besoin. Amis jeunes, merci de nous avoir suivis. Et merci également à nos invités d'avoir répondu à notre invitation. Docteur, Inch'Allah, la semaine prochaine, dans un 3e numéro, nous allons toujours continuer avec cette même thématique de jeunesse et sexualité. On va l'aborder sous un autre angle, Inch'Allah, la semaine prochaine. Merci de nous rester fidèles, amis téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. C'est votre émission Jeunesse Active. On se donne rendez-vous, Inch'Allah, la semaine prochaine pour la même thématique. D'ici là, portez-vous bien et je vous demande de rester fidèles au programme de la radio et télévision conférence. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.